La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, l'Amérique, sous la lumière crue du racisme. Libération, Charleston, douleur noire. De ce côté de l'Atlantique, en revanche, c'est la liesse. Les Échos, la reprise se confirme avec le soutien des entreprises. Du coup, on sermonne ceux qui veulent gâcher la fête. Le Monde, Grèce, une si longue attente. Mais il n'y a pas que les Grecs d'ailleurs, puisque Le Monde se fend d'un édito en anglais pour prévenir les Britanniques de ce qui leur en coûterait s'ils avaient la mauvaise idée de quitter l'Europe. Messieurs les Anglais, Brexit could be your Waterloo. Enfin, les magazines se consacrent à ces petits clubs où l'on pratique le meurtre en famille. Le magazine M, avec portrait de Michel Platini, le tacticien, et Marianne dédipe à Marine Le Pen, le parricide. Le pape François. Oui, le Figaro, il est vert, le pape François. Le Figaro lui consacre sa une à ce pape qui enflamme le monde catholique. Écologie, la sainte colère du pape François. Une double page pour décrypter l'encyclique qui propose donc de redéfinir le progrès, d'incorporer dans une approche écologique la perspective sociale et finalement de se tourner vers la décroissance comme seule réponse au chaos qui se dessine. Et il y a même une page de Tribune dans laquelle l'universitaire Frédéric Rouvillois rappelle que l'écologie, en fait, historiquement, est d'abord née chez les conservateurs, ce qui est assez logique. Des mauvais esprits pourraient s'amuser de cet enthousiasme soudain pour la décroissance, quand les tenants de ce courant de pensée sont en général accusés de vouloir imposer au monde le retour à la bougie et aux cavernes. Oui, la dénonciation du rêve prométhéen de domination, ça sonne beaucoup mieux quand c'est de la part d'un pape. Mais il y a déjà longtemps que nombre de catholiques sont habitués à n'écouter les exhortations révolutionnaires de Jésus ou de Saint François d'Assise que le dimanche. On vote dimanche, justement, premier tour de la présidentielle. Ah non, c'est 2017. Oui, mais on croirait que c'est aujourd'hui. Il y a une date qui s'affiche un peu partout en une des journaux, c'est bien celle-là, 2017. L'Opinion commente, il tente d'imposer le match retour, avec François Hollande et Nicolas Sarkozy dessinés par Cac en Batman et le Joker. Rien de tel qu'une bonne saison 2. Le Parisien s'y met aussi. Présidentielle 2017, les cadeaux, c'est maintenant. Et Le Monde consacre une enquête à tous ces petits plaisirs qu'on offre aux électeurs. Le cadeau de l'année fiscale 2017, un cadeau pas tout à fait réel, mais bon, c'est pas grave. La complémentaire santé pour les retraités, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires pour 2016. Et pourtant, ça ne prend pas, puisque l'Opinion rappelle que 72% des Français ne veulent pas d'un nouvel affrontement entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le journal donne même la parole à l'historien Christian Delporte, qui dénonce la banalisation de la magistrature suprême sous le mandat des deux derniers présidents et, dit-il, le langage du café du commerce dans le décorum de la République. Les Français et l'égalité, ou plutôt les Français et l'inégalité. Oui, parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Le Parisien évoque un sondage réalisé par la Fondation Jean Jaurès où l'on apprend que 80% des Français considèrent que depuis 10 ans, les inégalités ont plutôt augmenté. Mais surtout, le plus frappant, c'est la définition qu'ils donnent d'une société juste. Pour une très grosse majorité des électeurs de François Hollande, François Bayrou et Nicolas Sarkozy, une société juste est celle qui garantit l'égalité des chances. Et au contraire, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et ceux de Marine Le Pen, une société juste est une société redistributive. Donc, d'un côté, l'idée d'une égalité sur la ligne de départ, à charge pour chacun de faire fructifier ses dons selon une logique de responsabilité, somme toute très libérale, et de l'autre, le souci de corriger en permanence des inégalités considérées comme injustes. Le PS, donc, du côté de la logique libérale. On peut ajouter que 76% des Français, tous bords confondus, considèrent que la mondialisation est une source d'augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres dans notre pays. Un sondage qui nous raconte en fait la redéfinition des clivages politiques et dont les candidats de 2017 seraient bien inspirés de tenir compte. Ils sont les témoins précieux, utiles de notre société, ce sont les facteurs, Natacha. Oui, les inégalités, c'est souvent au quotidien qu'on les perçoit le mieux. Alors Marianne donne la parole aux facteurs qui exercent en zone urbaine sensible. Un récit absolument édifiant sur le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui sont tous les jours confrontés à la méfiance, parfois aux agressions. On ne monte plus dans les étages, porter les colis parce qu'entre-temps le vélo est volé ou la sacoche totalement vidée. On se justifie devant des jeunes nourris à des docu-fictions dans lesquelles les policiers se déguisent en postiers pour piéger les dealers. Mais il y a aussi, surtout, cette impression de perdre le contact avec une population de plus en plus distante. Le facteur, autrefois, c'était celui qui amenait les bonnes nouvelles, les allocations, la retraite, les indemnités chômage, qui discutait un peu, qui déjeunait même, qui se faisait offrir un petit verre. Aujourd'hui, la Poste modifie les horaires des tournées, détruisant le lien avec les habitants
Et elle fixe à ses facteurs des objectifs chiffrés en décalage total avec la réalité du terrain. Alors, le service public renonce peu à peu. Il y a des durées minimales maintenant pour distribuer un recommandé, distribuer une lettre. Et il faut fournir les timbres par carnet, alors qu'évidemment, dans ces zones-là, on ne peut acheter qu'un ou deux timbres. On termine avec un peu de stress. Mais oui, parce que le stress au travail est peut-être d'un autre ordre. Le site slate.fr nous raconte comment la banque Goldman Sachs vient de diffuser une note interdisant à ses stagiaires d'être au bureau entre minuit et 7 heures du matin. Oui, aux stagiaires. Oui, mais aux stagiaires. L'explication, c'est qu'en 2013, un stagiaire allemand de Bank of America était mort chez lui après avoir travaillé 72 heures sans dormir. Et chez Barclays récemment, un jeune banquier a envoyé à ses stagiaires une note de conseil, dont celui-ci: apporter un oreiller ou un tapis de yoga, c'est plus confortable pour dormir sous le bureau. Alors, est-ce que Goldman Sachs est pris d'un accès de philanthropie ? En fait, c'est simplement que les meilleurs étudiants des universités américaines préfèrent désormais des stages chez Google ou Facebook, où l'on est beaucoup mieux traité. Oui, souvenez-vous, Goldman Sachs, c'était d'ailleurs la banque qui avait aidé à trafiquer les comptes de la Grèce pour qu'elle puisse intégrer l'euro avant de se lancer à fond dans les subprimes. En fait, ça doit être parce que les stagiaires manquaient de sommeil. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.